droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Rodi Tolassi. Bonjour. Vous êtes député européen du Rassemblement national et délégué départemental du parti en Guadeloupe. Alors d'abord, Rodi Tolassi, bienvenue sur Ligne droite puisque c'est votre premier mandat parlementaire et votre premier grand entretien sur notre matinale. Pourriez-vous d'abord revenir sur votre parcours pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore ? Alors, mon parcours, il est divers. J'ai été formé en production mécanique, donc tout ce qui est technologie, fabrication, les procédures de fabrication. Donc, je suis arrivé au BTS. Ensuite, j'ai totalement changé. J'ai été en STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives, en DUG. Donc, je me suis arrêté là. Et ensuite, j'ai fait une formation en gestion TPE-PME. J'ai enchaîné pas mal de boulot en tant que commercial notamment. Et donc ensuite, j'ai créé une petite entreprise, donc en profession libérale, en tout ce qui concerne conseil des entreprises, gestion des entreprises. Voilà. Alors un parcours très, très varié. Désormais, vous êtes au Rassemblement national, vous êtes délégué aux Antilles, donc à la Guadeloupe, à la Martinique ainsi qu'à la Guyane. Quelles sont vos principales missions en tant que délégué aux Antilles pour le Rassemblement national ? Alors, souvent, quand on parle des Antilles, on oublie deux départements qui ne sont pas forcément des départements, mais plutôt collectivités. C'est Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc, j'ai en charge ces 5 territoires. Ma mission, c'est l'animation politique de ces territoires, mettre en place des actions politiques, mettre en place une équipe aussi, choisir des hommes et des femmes qui sont à même de mener et faire cette animation politique sur le territoire et faire en sorte que justement nous puissions augmenter nos scores et avoir des élus au fur et à mesure des années et des échéances électorales. Voilà. Donc 5 territoires, vous l'avez dit, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'est vrai que aujourd'hui nos territoires d'outre-mer traversent de multiples crises, notamment de pouvoir d'achat, de submersion migratoire. D'abord, je voudrais qu'on se focalise sur la Martinique, où un couvre-feu nocturne a été prolongé jusqu'au 28 octobre, donc lundi prochain, face à une nouvelle recrudescence de violence. Est-ce que vous pouvez nous dire, Rodi Tolassi, quelle est la situation aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous observez sur l'île de la Martinique ? J'observe deux choses. D'un côté, effectivement, un mouvement qui s'est radicalisé et qui a pris la violence pour pouvoir défendre une cause, entre guillemets. Mais en réalité, ça dessert la cause et ça dessert la majorité des Martiniquais. Car lorsque on pille, on casse... on a une violence extrême envers les forces de l'ordre. Effectivement, ça a plutôt tendance à desservir une cause. On a pu le voir lors des Gilets jaunes, mais aussi, je pense que c'est une volonté aussi du gouvernement de laisser pour une situation alors ils avaient toutes les informations nécessaires pour savoir que nous aurions eu cette crise en Martinique. Moi-même, j'étais déjà informé bien avant. Ça a débuté le 1er septembre, mais j'avais déjà les informations bien avant. Et donc, je pense que les autorités avaient les informations et donc devaient réagir face à cette crise qui, on ne peut pas le nier. Oui, on condamne les violences, mais ça ne peut pas être une réponse unique à la problématique de la vie chère. Je vous laisse penser un peu à la sortie de crise que nous avons eue sur toute la France après le Covid et la guerre en Ukraine, où nous avons eu des points d'inflation de quelques points, voire de 10 points. Et alors qu'en Martinique, ils sont à une différence de prix de plus de 60% pour l'alimentation, ce qui est énorme pour des territoires extrêmement pauvres. Je rappelle que près d'un tiers de la population est sous le seuil de pauvreté. Donc, l'alimentation représente une part énorme du budget des familles. Donc, et c'est quasiment le seul, si vous voulez, l'alimentation pour eux, c'est comme un loisir. Ça fait tout en même temps. Et donc, avoir des difficultés pour se nourrir, vous vous rendez bien compte que cette crise, c'est une crise non seulement profonde, mais qui touche le côté émotionnel de tout un chacun. Donc, je crois que le gouvernement aurait dû apporter aussi des réponses, pas seulement rétablir l'ordre, mais apporter des réponses de fond face à cette problématique. Et d'ailleurs, nous, c'est cela que nous avons engagé depuis un certain nombre d'années, c'est d'apporter des réponses de fond sur cette problématique de la vie chère et tout
tout ce qui concerne les Outre-mer, pas seulement, il y a la problématique de l'eau, de l'insécurité, du trafic de drogue qui nous touche, de l'immigration importante pour d'autres territoires comme la Guyane, même si nous en avons en Guadeloupe et en Martinique, mais la Guyane et Mayotte, par exemple, sont fortement touchés par une immigration clandestine forte, l'orpaillage légal en Guyane. Donc, le gouvernement n'apporte pas les réponses. On a même l'impression que ces problématiques augmentent depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017 et non seulement n'ont pas été réglées, augmentent et d'autres s'ajoutent aux problématiques déjà existantes. Voilà. Alors on comprend bien que c'est un mouvement de contestation qui s'inscrit principalement contre la cherté des denrées alimentaires. Mais voilà, vous l'avez dit, un mouvement plus radicalisé a pris le dessus avec donc des hypermarchés bloqués, des saccages, des pillages, des attaques répétées à nos forces de l'ordre. Je voulais vous faire écouter moi la réaction de Mathilde Panot, donc députée de la France Insoumise à ce sujet. Elle a proposé, enfin voilà, elle a dit quelque chose pour apporter des solutions justement à cette crise en Martinique. On va l'écouter. Je rappelle que, en moyenne, les prix sont plus chers de 40% en Martinique, mais quand vous regardez les comparateurs de prix qui ont été faits par les Martiniquais eux-mêmes, vous avez des paniers de courses avec des produits essentiels comme l'huile d'olive, le savon, des pâtes, etc., où nous arrivons à des différentiels entre l'Hexagone et la Martinique de plus 65% des prix, dans un territoire qui est fortement marqué par le chômage, qui a un taux de pauvreté qui est double que celui de l'Hexagone, avec 27% de nos compatriotes martiniquais qui vivent sous le seuil de pauvreté, et que la seule réponse qui a été faite, alors que nous demandons depuis des années le blocage des prix pour faire en sorte que les gens puissent respirer, que ça soit en Hexagone, mais encore plus pour nos compatriotes ultramarins, eh bien la seule réponse de ce gouvernement a été la répression, l'envoi de CRS qui n'avaient pas été envoyés sur l'île depuis 1959 et qui s'était soldé par des morts, qu'il y a d'ores et déjà 3 morts en marge de ces mobilisations et qu'il y a un couvre-feu qui persiste, des interdictions de manifestation, ce qui est proprement scandaleux. Je rappelle que lorsque les gens manifestent pour avoir accès à une alimentation saine, pour pouvoir se nourrir correctement, eh bien la réponse ne peut pas être plus de répression, évidemment. Alors finalement, Mathilde Panot nous dit un peu la même chose que vous, c'est-à-dire que la réponse de l'État n'est effectivement pas à la hauteur de l'enjeu en Martinique. Elle propose un blocage des prix. Est-ce que justement ça peut être une des solutions face à cette crise sur la cherté alimentaire ? Non, ce sont des solutions à court terme, mais au final, ceux qui payent, c'est toujours la population. Le blocage de prix ne peut pas être une solution à un problème qui, on peut le dire, entre guillemets, qui est systémique. Il y a d'autres solutions qui doivent être à moyen et à long terme et mettre une situation, je dirais, pérenne pour que nos territoires, puissent se développer économiquement, donc nos compatriotes trouver du pouvoir d'achat, trouver un emploi, trouver le moyen de vivre au quotidien, et aussi mettre des dispositifs pour que, effectivement, qu'on puisse restreindre les inconvénients de l'insularité que nous avons. Et donc, c'est cela que nous avons proposé, de pouvoir travailler sur une coopération au niveau des zones géographiques bien précises. Par exemple, pour nous, dans la Caraïbe, se fournir dans la Caraïbe, par exemple, sur l'eau, lorsqu'on a des déficits sur l'eau, ne pas avoir à aller prendre l'eau à 8000 km en hexagone, donc avoir une coopération régionale sur des zones, pareil pour la Réunion, autour d'elle-même. Et donc, ça réduit le coût du fret. On a la réforme de l'octroi de mer qui est extrêmement importante. On rappelle que cette taxe, on est les seuls à avoir cette taxe supplémentaire, qui est une taxe pour financer les collectivités locales, alors que nous payons déjà des impôts et des taxes pour financer les collectivités locales. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit payer une taxe supplémentaire pour les financer. Il faut que cette taxe soit réformée parce que ça reste quand même un outil qui peut protéger la production locale, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ça finance les collectivités. Donc, en réalité, plus il y a d'importations, plus ça finance les collectivités locales. Donc, on se retrouve dans un cercle vicieux. Il faut réformer cette taxe, qui est un des facteurs de renchérissement du coût de la vie. Ce n'est pas uniquement moi qui le dis, mais c'est notamment la Cour des comptes qui le dit. C'est un renchérissement à environ de 10 points. Donc, 10 points, ce n'est pas rien. On peut agir là-dessus.
réformer cet axe de l'octroi de mer. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous devons travailler. On avait parlé lors de la présidentielle d'un fameux ministère de la fraude, des ententes commerciales, etc. Pour mettre en place ce ministère pour qu'il puisse voir lorsqu'il y a des ententes commerciales, des situations de monopole, pour qu'il puisse travailler dessus et sanctionner ceux qui ne respecteraient pas les règles de la concurrence, etc. On sait que la problématique de la vie chère, elle est multifactorielle. Voilà, donc il faut s'attaquer à différents facteurs de la vie chère, notamment. Et c'est certainement pas en bloquant les prix. Et vous allez bloquer les prix sur quoi? Vous allez bloquer les prix sur l'ensemble. On a un renchérissement du coût de la vie sur tout. Donc, on ne pourra pas bloquer les prix sur quelques produits et laisser les autres. Les Guadeloupéens et les Martiniquais ont besoin de vivre comme tout le monde. Et donc, il faut travailler sur l'ensemble des produits qui viennent de l'extérieur pour faire baisser ces prix et gagner en pouvoir d'achat avec un développement économique extrêmement fort. Et c'est cela que nous avons proposé au travers d'une loi programme avec divers dispositifs tels que le retour de la défiscalisation, les exonérations de charges et un investissement relativement important dans ces territoires pour avoir un développement. Je crois que nos territoires ont tous les atouts quand même. Tout le monde aurait aimé être en Guadeloupe ou en Martinique. Même nos voisins de la Caraïbe sont entre guillemets jaloux de nos territoires. Et donc, nous avons les outils, nous faisons partie d'un grand pays. Il faut juste mettre les outils en place pour que ces territoires puissent sortir de l'ornière. Et vous avez parlé, c'est intéressant justement, de ces convoitises régionales ou mondiales. Justement, on attribue souvent ces soulèvements, ces émeutes à des ingérences étrangères. Est-ce que ça s'est confirmé? Est-ce qu'on en sait plus justement sur l'origine peut-être aussi de ces mouvements de révolte, peut-être mobilisés par des puissances étrangères? Oui, après, je ne suis pas dans les arcanes directs, donc je ne sais pas comment ils influent réellement, si c'est avec des financements, mais je sais qu'effectivement, il y a des organisations dites indépendantistes qui ont déjà fait des déplacements, qui ont déjà fait des réunions à Bakou, notamment en Azerbaïdjan, et donc ils ont une influence sur les mouvements, notamment en Nouvelle-Calédonie. En Martinique, en fait, la réalité, c'est que on a l'impression qu'ils soutiennent en fait tous les mouvements qui ne sont pas en faveur du pays. Donc, tout ce qui pourrait déranger, peu importe le mouvement, ils le soutiennent. Ce n'est pas forcément la volonté des organisations sur place. Je prends l'exemple de certaines organisations en Guadeloupe, certes, qui ont un échange, mais il y en a d'autres qui n'ont pas forcément cet échange avec l'Azerbaïdjan. Mais vous allez voir qu'ils mettent en place une communication pour relayer tout ce qui ne va pas dans ces territoires, toutes les revendications dans ces territoires. Donc, effectivement, on ne peut pas déstabiliser. Pour déstabiliser, on ne peut pas nier l'influence étrangère qui tourne autour de nos territoires. Mais je pense que la meilleure des solutions, c'est d'apporter de vraies réponses de fond aux diverses problématiques que nous vivons. Et je vais prendre un exemple. Il y avait une forte poussée indépendantiste dans les fins des années 70 et dans les années 80. Pourquoi cette poussée indépendantiste est tombée à l'eau? Nous avons eu en Guadeloupe le cyclone Hugo, qui a été un cyclone qui a ravagé la Guadeloupe. Et c'est lorsque l'État a démontré, à l'époque c'était François Mitterrand, a démontré que la puissance de l'État était capable de reconstruire rapidement, était capable de mettre des moyens pour remettre le territoire sur pied, que ces mouvements sont tombés aux oubliettes. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que la nature a horreur du vide. Et on le voit sur la question de la vie chère en Martinique. Vous avez un mouvement, peu importe ce qu'il défend au niveau de l'indépendance ou de l'autonomie de la Martinique. Et les Martiniquais ne sont pas forcément d'accord, mais ils ont pris un sujet qui est important, qui n'est pas traité par le gouvernement. Et donc, ils ont aujourd'hui une forme de popularité qui fait que ils sont extrêmement suivis par une grande partie de la population, et notamment en Guadeloupe.
Donc, il faut traiter le sujet. C'est en traitant les sujets que nous serons de moins en moins perméables aux ingérences étrangères. Alors la Guadeloupe, justement, on va en parler puisque vous vous envolez aujourd'hui pour la Guadeloupe pour un déplacement de plusieurs jours avec deux de vos collègues députés européens. En Guyane, pardon. Je m'envole en Guyane. J'habite en Guadeloupe, mais je m'envole en Guyane. Alors, pardon, vous envoyez en Guyane. Alors, à l'occasion de ce déplacement, alors quel est déjà le but de ce déplacement? Donc, je reprécise, hein, vous y allez avec donc Fabrice Leggeri et Alexandre Varro, donc deux de vos collègues députés européens. Oui, le but de ce déplacement, c'est déjà de voir la situation en Guyane. C'est vrai que j'ai déjà été en Guyane une première fois, mais pas suffisamment longtemps pour comprendre bien la situation, comprendre les différents aspects qui font qu'il y a une telle pauvreté, qu'il y a autant d'immigration, il y a autant d'insécurité, etc. Et de voir les possibilités qu'il y a en Guyane, car c'est un vaste territoire. Je rappelle que c'est le plus grand département de France et il a été longtemps la plus grande région de France jusqu'à ce que Hollande décide de faire la fusion des régions en France hexagonale. Donc, c'est un territoire qui a beaucoup de potentialités, mais qui est sous-doté, qui n'a pas les éléments de développement. On rappelle que la Guyane, on n'a pas vraiment fait de recherche, mais on suppose qu'il y a du pétrole. Il y a énormément d'or en Guyane. Il y a énormément de biodiversité aussi. Donc, il y a les éléments, tous les éléments. Il y a une zone côtière qui est énorme pour le développement de la pêche. Il y a un territoire énorme pour le développement de l'agriculture. Et donc, on pense que ce territoire, voilà, on ne parle pas d'autonomie politique, mais on peut faire preuve d'autonomie alimentaire, énergétique, etc., a totalement la possibilité si nous mettons en place les éléments de développement. Donc, nous allons travailler nous allons faire des visites pour comprendre la problématique de l'immigration dans ce territoire, la problématique de l'insécurité, mais aussi la problématique de manque de développement qu'il y a en Guyane. Donc, ce sera notre mission sur 4 jours. Donc il y a à la fois, vous l'avez dit, des enjeux sur notamment l'orpaillage, justement ces recherches de l'or dans les rivières. Il y a aussi le sujet de la déforestation. Vous avez justement pris la parole à ce sujet au Parlement européen sur ces deux urgences pour la Guyane. À l'occasion de ce déplacement, vous venez de le dire aussi, vous allez traiter des questions migratoires. Vous avez prévu de visiter notamment un centre de rétention administrative, mais aussi de discuter, d'échanger avec les préfets, les forces de l'ordre sur place et bien sûr les douanes. Qu'est-ce que ça représente concrètement l'immigration en Guyane, cette problématique? Il faut savoir que, par exemple, la ville de Cayenne, par exemple, je crois qu'elle augmente en nombre d'habitants par an entre 10 et 20 000 personnes, quoi. Il y a une explosion du nombre d'habitants dans le territoire et qui n'a pas forcément les infrastructures pour l'accueil de ces personnes. Mais en dehors de cela, je suis désolé de le dire pour certains, mais lorsqu'on a un territoire autant en mal de développement, je crois qu'il faut avoir une priorité envers nos compatriotes, faire en sorte qu'ils trouvent ce développement, faire en sorte qu'ils puissent vivre sur ce territoire de manière décente. On sait qu'il y a de gros déficits, déficit du logement, déficit en distribution de l'eau, sur des choses qui, quand même, pour un territoire dit développé, un territoire français dit développé, ces problématiques ne devaient pas exister. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Guyane, il y a pas mal de bidonvilles, entre guillemets, de ghettos, etc. Donc, il y a pas mal de priorités en Guyane, et je pense que c'est toute l'outre-mer d'ailleurs. Et donc, il faut se concentrer sur les populations et les populations qui sont françaises. Certains ont tendance à l'oublier, mais ils restent et ils sont français. Donc, il faut s'occuper d'eux et de ces territoires au même titre que la France hexagonale. Et même mieux que certains endroits où nous avons pu voir que les politiques qui ont été menées au niveau national n'ont pas eu l'effet escompté et qu'en Outre-mer, on n'essaye jamais d'avoir une vraie politique en faveur de ce territoire. Et je peux prendre, par exemple, la politique de la ville dans les banlieues françaises qui ne fonctionne pas. Ils mettent des milliards et nous, pour autant, on entend que le gouvernement va couper notre budget de 250 millions. Alors, ça peut paraître
pas énorme, mais c'est énorme, ça reste énorme pour nous. Donc voilà, je pense que ces territoires méritent de la considération, mais cette considération, elle ne viendra pas uniquement avec des mots, mais elle viendra avec de véritables dispositifs qui vont permettre que chacun puisse se dire fier d'être français dans ce territoire. Et vous, justement, votre qualité de député européen, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à votre échelle, au mandat, dans l'exercice de votre mandat à l'Europe? Est-ce qu'on peut agir justement pour défendre ces territoires ultramarins et comment surtout? Non, oui, l'Europe peut agir. L'Europe agit déjà avec divers dispositifs qui ont été mis en place à travers les subventions qui existent, mais on doit approfondir et faire en sorte qu'il y ait des spécificités, les spécificités des régions ultrapériphériques soient prises en compte, notamment dans le domaine agricole. Les produits qui sont utilisés, on ne peut pas avoir les mêmes normes que le continent européen parce que ce n'est pas le même climat, ce n'est pas le même environnement. On a un rattrapage à faire en termes d'infrastructures et de techniques et de technologies, notamment dans l'agriculture, dans la pêche. Donc, ce sont des domaines sur lesquels nous pouvons travailler. Je vous ai parlé de la coopération régionale. Ça aussi, c'est du domaine, ça reste de la compétence de l'Europe sur la législation européenne et les échanges qu'il peut y avoir au lieu d'aller signer des traités de libre-échange, par exemple, avec la Nouvelle-Zélande, etc. On peut avoir je pense, des coopérations dans des zones géographiques précises pour nous permettre justement d'avoir ce développement. L'Europe a tout son rôle à jouer dans les défis de demain pour aider ces territoires à se développer, l'agriculture à devenir autonome alimentairement, dans le domaine de la pêche aussi, de le renouvellement de la flotte, avoir une flotte plus performante avec de la technologie, etc. Aider dans la structuration des filières agricoles. Quand je parle de la structuration des filières agricoles, je parle de l'agro-transformation, qui est quasiment inexistante sur nos territoires. C'est un domaine important et qui peut non seulement donner des perspectives aux agriculteurs, mais aussi et pourvoyeurs. Ce sont des filières pourvoyeuses d'emploi. Donc, l'Europe a tout son rôle à jouer pour nos territoires, justement. Alors parmi les fiertés françaises justement en Guyane, il y a cette base spatiale de Kourou et vous allez à l'occasion de ce déplacement évidemment la visiter. Vous avez certainement vu, Rodi Tolassi, les images impressionnantes de SpaceX, cette entreprise américaine de Elon Musk ces dernières semaines qui donc se lance dans la conquête spatiale avec un objectif donc d'un monde multiplanétaire où l'on pourrait habiter demain dans les prochaines décennies sur Mars par exemple. Alors quelle peut être la place justement de la France et notamment de la Guyane évidemment dans cette conquête spatiale? Il y a un constat à faire déjà. Le constat est qu'il y a 30 ans, nous étions fiers d'avoir par exemple le TGV, nous étions fiers d'avoir Ariane, nous étions fiers d'avoir pas mal de fleurons industriels et aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a plus cet investissement qui est fait par les gouvernements successifs et on se rend compte que Ariane et la station spatiale de Kourou, pas station spatiale, c'est la zone de lancement de Kourou, pardon, et en manque criant de développement, de rattrapage technologique. Et donc, quand je parle effectivement de rattrapage technologique notamment, je parle de ce type d'infrastructure qui devrait justement avoir les éléments nécessaires, les investissements nécessaires pour aller vers la recherche et pour rattraper le déficit que nous avons. Car Kourou, c'est la France, Kourou, c'est l'Europe, Kourou a longtemps rayonné sur le monde entier. Et donc, il est temps de retrouver notre place, qui est, je crois, dans le top 3, ce n'est pas la première place, quoi. Les Américains n'ont pas plus que nous pour être aussi en avance et nous,
autant en retard. Voilà. Donc c'est un beau programme en tout cas concernant votre déplacement évidemment en Guyane. Il nous reste 5 minutes, alors je vous propose justement de faire un détour par la Guadeloupe. Quand on parle c'est vrai d'immigration, d'outre-mer, on a l'habitude de penser principalement à Mayotte. Là on vient de parler de la Guyane, mais j'aimerais en dire un mot sur la Guadeloupe justement. Il semblerait que les vagues soit de plus en plus accru, on va dire, dans ces flux. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Parce que là, on parle beaucoup de la criminalité, de la violence qui serait liée à des gangs, surtout la nuit, et principalement dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre. On parle du fait qu'aujourd'hui, il y aurait plus d'un vol à main armée par jour. Comment est-ce qu'on explique tout ce phénomène, justement? C'est l'abandon de l'État. Voilà. C'est tout simplement ça. Je vais prendre un exemple qui est un exemple de vie. J'ai quelqu'un que je connais très bien, j'ai fait classe avec son frère. Lors des événements de 2021, la crise sociale en 2021, il y avait des barrages, etc. Ce jeune s'est fait braquer pour son 2 roues et a été tué. L'auteur de ce crime n'a jamais été poursuivi, pourtant ça a été fait à visage découvert. Les enquêtes n'ont pas permis de l'arrêter. Quelques semaines après, le 3 janvier 2022, il commettait un crime. Il tirait sur un autre jeune homme pour sa chaîne en or. Et ce même jeune homme se retrouve en Martinique quelques mois après dans un autre fait d'armes où un autre jeune est mort. C'était un jeune rappeur connu en plus en Martinique. Il était de la Guadeloupe, mais il était en vacances en Martinique. Et donc, vous avez 3 décès. Pourquoi? Parce que les autorités n'ont pas fait le boulot nécessaire. Voilà la réalité de la Guadeloupe. Ok, donc on comprend. La réalité, vous commettez un vol, vous commettez un crime, vous n'êtes jamais poursuivi jusqu'au jour l'irréparable arrive, vous arrivez au crime de sang et vous tuez, vous ôtez la vie de quelqu'un. On a l'impression d'être vraiment sur un territoire, on est livré à nous-mêmes et que parfois, si on n'est pas... on ne réagit pas nous-mêmes, les autorités, elles ne réagissent pas. Il y a un autre exemple que je peux prendre. Il y a un jeune homme qui s'est fait braquer avec sa famille dans une station-service. Il s'est fait justice lui-même. Les jeunes étaient sur un 2 roues. Il a pris son véhicule et les a fauchés. Voilà la réalité de la Guadeloupe. On a l'impression que l'État est totalement absent des domaines régaliens qui lui sont réservés. Alors il y a quelques mois, l'ancien ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, donc Gérald Darmanin, était venu alors pour lutter justement contre cette montée des violences que vous décrivez. Il avait instauré un couvre-feu qui avait duré donc 2 mois jusqu'en juin, qui était réservé aux mineurs justement pour contrer cette violence des mineurs. Est-ce que pour vous c'était une solution efficace et d'ailleurs est-ce qu'elle a porté ses fruits? Non, du tout. Du tout. C'était des effets d'annonce. Quand vous regardez, et je me demande quand ces gens qui sont membres d'un gouvernement agissent, est-ce qu'ils regardent, ils font un constat, ils regardent la réalité d'un territoire. Quand vous mettez un couvre-feu pour mineurs, vous vous dites, est-ce que ce sont vraiment les mineurs qui sont auteurs de crimes? Quand on regarde l'âge des gens qui commettent ces crimes, ils ne sont pas mineurs. La réalité, elle est là. La réalité est que vous avez parlé d'immigration et ça c'est une réalité. La Dominique qui se trouve au sud, c'est l'une des zones où vous pouvez atterrir sans visa. Vous avez pas mal d'immigrés qui remontent de la Dominique pour arriver en Guadeloupe ou même traverser pour aller à Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ces mêmes filières, ce sont les mêmes qui ramènent de la drogue pour que ces jeunes puissent avoir la démence de commettre des crimes. Et les armes qui se retrouvent sur notre territoire. Nous avons des fusils d'assaut, des mitraillettes, des choses qui ne sont pas vendues en armurerie, quoi. Et donc, l'État, sur ces questions-là, se devait d'agir et Gérald Darmanin n'a pas apporté de réponse. C'était juste des effets d'annonce. Des effets, en fait, en réalité, c'était
il est venu sur le territoire un peu comme un ventilateur. Il a ventilé du vent et il n'a rien fait en réalité et on voit les résultats. On continuera de suivre évidemment alors ces dossiers puisque on a l'impression qu'on est loin d'en sortir. En tout cas, merci Rodi Tolassi de nous en avoir donné un aperçu ce matin. Vous êtes évidemment député européen pour le Rassemblement national. Vous êtes délégué départemental du parti en Guadeloupe, aux Antilles plus largement, donc aussi en Martinique, en Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. À très bientôt pour faire à nouveau le point sur nos territoires d'outre-mer sur Ligne droite. Merci encore. Merci beaucoup.